Уважаемые дамы и господа, ваши... Mesdames et messieurs, Votre Excellence, aujourd'hui, les fondements mêmes de l'ordre juridique international, à savoir la stabilité stratégique et le système politique mondial centré sur l'ONU, sont mis à l'épreuve. Il est impossible de résoudre les conflits croissants sans en comprendre les causes profondes et sans restaurer la foi en notre capacité à unir nos efforts pour le bien commun et la justice pour tous. Soyons francs, parmi tous les États représentés dans cette salle, peu reconnaissent le principe clé de la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine de tous les États. Les États-Unis ont depuis longtemps proclamé leur propre exclusivité par la voix de leur président. Cela concerne l'attitude de Washington envers ses alliés, desquels il exige une obéissance sans faille, même au détriment de leurs intérêts nationaux. Dirige Amérique. Voilà le sens du fameux ordre fondé sur les règles, une menace directe à la multilatéralité et à la paix internationale. Les composants essentiels du droit international, qui sont la Charte des Nations Unies et les décisions de notre Conseil, sont interprétés de manière déformée et sélective par l'Occident collectif, en fonction des instructions venant de la Maison-Blanche. De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité sont même ignorées. Parmi elles, la résolution 2202, approuvant les accords de Minsk sur l'Ukraine, et la résolution 1031, validant l'accord de paix de Dayton sur la Bosnie-Herzégovine basé sur le principe d'égalité des trois peuples constitutifs et des deux entités. On pourrait parler indéfiniment du sabotage des résolutions sur le Moyen-Orient, l'exemple étant la déclaration de Anthony Blinken dans une interview à CNN en février 2021, en réponse à une question sur ce qu'il pense de la décision de l'administration américaine précédente de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan syrien. Si quelqu'un ne s'en souvient pas, je vais rafraîchir votre mémoire. En réponse à cette question, le secrétaire d'État a déclaré « Si on laisse de côté la question de la légalité, d'un point de vue pratique, le plateau du Golan est très important pour la sécurité d'Israël. » Et ce, bien que la résolution 497 du Conseil de sécurité de l'ONU de 1981, que nous connaissons bien, qualifie l'annexion du plateau du Golan par Israël comme illégale. Mais, selon ces règles, il faut, pour citer Anthony Blinken, laisser de côté la question de la légalité. Et, bien sûr, tout le monde se souvient de la déclaration du représentant permanent des États-Unis selon laquelle la résolution 2728 adoptée le 25 mars de cette année, demandant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, n'a pas de caractère juridiquement contraignant. C'est-à-dire que les règles américaines sont plus importantes que l'article 25 de la Charte des Nations Unies. Au siècle dernier, George Orwell avait déjà prédit le sens d'un ordre fondé sur des règles dans sa nouvelle La ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Si vous suivez la volonté de l'hégémon, tout vous est permis. Mais si vous osez défendre vos intérêts nationaux, vous serez déclaré paria et soumis à des sanctions. La politique hégémonique de Washington ne change pas depuis des décennies. Tous les systèmes de sécurité euro-atlantique ont été conçus pour assurer la domination des États-Unis, y compris la subordination de l'Europe et l'endiguement de la Russie. Un rôle clé était imparti à l'OTAN, qui a fini par s'emparer de l'Union européenne, supposément créée pour les Européens. Les structures de l'OSCE ont été impudemment privatisées en violation flagrante de l'acte final d'Helsinki. L'expansion sans scrupule de l'OTAN, en dépit des nombreux avertissements de Moscou au fil des ans, a provoqué la crise ukrainienne, à commencer par le coup d'État organisé par Washington en février 2014 pour prendre le contrôle total de l'Ukraine en vue de préparer une offensive contre la Russie avec l'aide du régime néo-nazi mis au pouvoir. Lorsque Piotr Poroshenko, puis Vladimir Zelensky menaient la guerre contre leurs propres citoyens dans le Donbass, éliminaient législativement l'éducation russe, la culture russe, les médias russes et dans l'ensemble la langue russe, et interdisaient l'Église orthodoxe ukrainienne, personne en Occident ne le remarquait, n'exigeait de ses protégés à Kiev de respecter les convenances, de ne pas violer les conventions internationales sur les droits des minorités nationales, ni même la Constitution ukrainienne qui exige le respect de ces droits. C'est précisément pour éliminer les menaces à la sécurité de la Russie et protéger les personnes se sentant partie intégrante de la culture russe et vivant sur des terres établies depuis des siècles par leurs ancêtres, pour les sauver de l'extermination légale, voire physique, que l'opération militaire spéciale a été lancée. Il est révélateur que même maintenant, alors que de nombreuses initiatives pour un règlement ukrainien sont proposées, peu se souviennent des violations des droits de l'homme et des minorités nationales par Kiev. Ce n'est que récemment que des documents de l'UE concernant le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine ont formulé une exigence correspondante, principalement grâce à la position de principe et persistante de la Hongrie. Cependant, les capacités et la volonté réelle de Bruxelles d'influencer le régime de Kiev suscitent des doutes. Nous appelons tous ceux qui manifestent un intérêt sincère pour surmonter la crise en Ukraine à inclure dans leurs propositions la question cruciale des droits de toutes les minorités nationales sans exception.
Ignorer ce problème dévalorise les initiatives de paix et approuve de facto la politique raciste de Vladimir Zelensky. Il est à noter qu'en 2014, il y a 10 ans, Vladimir Zelensky disait « Si les gens dans l'est de l'Ukraine et en Crimée veulent parler russe, laissez-les faire, laissez-les parler russe légalement. La langue ne divisera jamais notre pays natal. » Depuis, Washington l'a bien rééduqué, et en 2021, Vladimir Zelensky déclarait dans une interview que ceux qui se sentent liés à la culture russe devraient partir en Russie pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Je m'adresse aux maîtres du régime ukrainien. Faites en sorte qu'ils respectent l'article 1.3 de la Charte des Nations Unies, garantissant les droits et libertés fondamentaux de tous les peuples sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Chers collègues, la guerre que l'OTAN a déclenchée contre la Russie par l'intermédiaire du gouvernement illégitime de Kiev ne suffit plus à l'Alliance de l'Atlantique Nord, tout comme l'ensemble de l'espace de l'OSCE. Après avoir presque totalement détruit les accords fondamentaux en matière de contrôle des armements, les États-Unis continuent d'exacerber la confrontation. Récemment, lors du sommet de Washington, les dirigeants des pays de l'Alliance ont affirmé leur revendication d'un rôle de premier plan non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Il est déclaré que l'OTAN reste guidée par la mission de protéger le territoire de ses membres, mais pour ce faire, il est soi-disant nécessaire d'étendre la domination de l'Alliance à l'ensemble du continent eurasiatique et aux zones maritimes adjacentes. L'infrastructure militaire de l'OTAN avance dans la région du Pacifique avec pour objectif évident de saper l'architecture axée sur l'ASEAN, construite pendant des décennies sur des principes d'égalité, de prise en compte des intérêts mutuels et de consensus. Les mécanismes inclusifs autour de l'ASEAN sont remplacés par des blocs fermés et conflictuels, soumis aux États-Unis et à leurs alliés, comme l'OCU et divers types de quartets et de trios. Récemment, la sous-secrétaire américaine à la Défense, Kathleen Hicks, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés doivent se préparer à des guerres prolongées, et pas seulement en Europe. Pour endiguer la Russie, la Chine et d'autres pays dont la politique indépendante est perçue comme un défi à l'hégémonie, l'Occident, par ses actions agressives, démolit le système de mondialisation initialement créé selon ses propres règles. Washington a tout fait pour détruire, y compris littéralement, par des actes de sabotage des pipelines Nord Stream, les bases de la coopération énergétique mutuellement bénéfique entre la Russie, l'Allemagne et l'Europe dans son ensemble. Berlin est resté silencieux à l'époque. Aujourd'hui, nous voyons une autre humiliation de l'Allemagne, dont le gouvernement s'est soumis sans condition à la décision des États-Unis de déployer des missiles terrestres américains à moyenne portée sur le sol allemand. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a même dit naïvement « Les États-Unis ont décidé de déployer des systèmes de frappe de haute précision en Allemagne, et c'est une bonne décision. » Les États-Unis ont décidé. Et malgré tout cela, John Kirby, coordinateur de la communication stratégique à Washington, déclare au nom du président des États-Unis « Nous ne cherchons pas à déclencher une troisième guerre mondiale. Cela aurait des conséquences horribles pour le continent européen. » Comme on dit, un lapsus freudien, Washington est convaincu qu'une nouvelle guerre mondiale ne portera pas préjudice aux États-Unis, mais à leurs alliés européens. Si l'administration Biden fonde sa stratégie sur cette analyse, c'est une erreur extrêmement dangereuse. Quant aux Européens, ils doivent bien sûr comprendre quel rôle suicidaire leur est destiné. Les Américains, en mobilisant tout l'Occident collectif, étendent la guerre économique et commerciale contre ceux qui leur déplaisent, lançant une campagne sans précédent de mesures coercitives unilatérales qui se retournent avant tout contre l'Europe et conduisent à une fragmentation accrue de l'économie mondiale. Les pratiques néocoloniales des pays occidentaux nuisent aux pays du Sud global en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les sanctions illégales, les nombreuses mesures protectionnistes et les restrictions d'accès aux technologies contredisent directement le véritable multilatéralisme et créent de sérieux obstacles à la réalisation des objectifs de l'agenda de développement de l'ONU. Où sont tous ces attributs du marché libre auxquels les États-Unis et leurs alliés nous habituaient pendant tant d'années? L'économie de marché, la concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence, la liberté de déplacement des personnes, des biens, des capitaux et des services. Tout cela est aujourd'hui relégué aux oubliettes. La géopolitique a enterré les lois du marché autrefois sacrées pour l'Occident. Récemment, nous avons entendu des exigences publiques des responsables américains et européens envers la Chine de réduire la surproduction dans les secteurs de haute technologie, car l'Occident a commencé à perdre ses avantages de longue date dans ces domaines. Désormais, les fameuses règles remplacent les principes du marché. Chers collègues, les actions des États-Unis et de leurs alliés empêchent la coopération internationale et la construction d'un monde plus juste, prennent en otage des pays et des régions entières, empêchent les peuples de réaliser les droits souverains inscrits dans la Charte des Nations Unies et détournent l'attention du travail commun indispensable pour régler les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres régions,
pour réduire les inégalités mondiales, éliminer les menaces du terrorisme et des crimes liés à la drogue, à la faim et aux maladies. Je suis convaincu qu'on peut remédier à cette situation, bien sûr avec de la bonne volonté. Afin d'arrêter l'évolution des événements selon un scénario négatif, nous aimerions proposer à discuter d'un certain nombre de mesures visant à rétablir la confiance et à stabiliser la situation internationale. 1. Il est nécessaire d'éliminer une fois pour toutes les causes profondes de la crise qui a éclaté en Europe. Les conditions pour établir une paix durable en Ukraine ont été définies par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Je ne vais pas les répéter. Un règlement politique et diplomatique doit être accompagné de mesures concrètes pour éliminer les menaces contre la Fédération de Russie émanant de l'Occident et de la région euro-atlantique. Lors de la négociation de garanties et d'accords mutuels, il faudra prendre en compte les nouvelles réalités géostratégiques du continent eurasien où se forme une architecture pancontinentale de sécurité véritablement égale et indivisible. L'Europe risque de prendre du retard sur ce processus historique objectif. Nous sommes prêts à trouver un équilibre des intérêts. 2. Le rétablissement de l'équilibre des forces régionales et mondiales doit s'accompagner d'efforts actifs pour lutter contre les inégalités dans l'économie mondiale. Dans un monde multipolaire, par définition, il ne devrait y avoir aucun monopole en matière de réglementation monétaire et financière, de commerce ou de technologie. La grande majorité des membres de la communauté mondiale partagent ce point de vue. La réforme rapide des institutions de Bretton Woods et de l'OMC, dont les activités devraient refléter le poids réel des centres de croissance et de développement non occidentaux, revêt une importance particulière. 3. Des changements sérieux et qualitatifs doivent se produire dans d'autres institutions de gouvernance mondiale si nous voulons qu'elles fonctionnent dans l'intérêt de tous. Cela concerne tout d'abord notre organisation, qui reste malgré tout l'incarnation du multilatéralisme, possède une légitimité unique et universelle et une étendue de compétences généralement reconnues. Un pas important vers le rétablissement de l'efficacité de l'ONU serait que tous ses membres réaffirment leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, et non de manière sélective, mais dans leur intégralité et leur interconnexion. Nous pouvons réfléchir ensemble à la forme que pourrait prendre une telle reconfirmation. Le groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, créé à l'initiative du Venezuela, fait un travail considérable. Nous invitons tous les pays qui croient à la primauté du droit international à se joindre à son travail. Un élément clé de la réforme de l'ONU devrait être un changement dans la composition du Conseil de sécurité, même si cela ne permettra pas à elle seule d'aboutir à un travail productif à moins qu'il n'y ait un accord de base sur le modus operandi entre les membres permanents. Cette considération n'annule cependant pas l'impératif d'éliminer les déséquilibres géographiques et géopolitiques au Conseil de sécurité, où aujourd'hui les pays de l'Occident collectif sont clairement surreprésentés. Parvenir à l'accord le plus large possible sur les paramètres spécifiques de la réforme visant à renforcer la représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine est une mesure attendue depuis longtemps. Des changements sont également nécessaires dans la politique des services du personnel du secrétariat afin d'éliminer la domination des citoyens des pays occidentaux dans les structures administratives de l'organisation. Le secrétaire général et son personnel sont tenus de respecter strictement, sans aucune exception, les principes d'impartialité et de neutralité prescrits par l'art. 100 de la Charte des Nations Unies, que nous ne nous lassons pas de vous rappeler. 4. Outre l'ONU, d'autres associations multilatérales sont appelées à contribuer au renforcement des principes multipolaires de la vie internationale. Parmi elles le G20, qui comprend à la fois les pays de la majorité mondiale et les États occidentaux. Le mandat du G20 est strictement limité aux questions d'économie et de développement. Il est donc important qu'un dialogue de fond sur cette plateforme soit exempt de tentatives opportunistes d'introduire des thèmes géopolitiques. Sinon, nous ruinerons cette plateforme utile. Les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai jouent un rôle de plus en plus important dans la construction d'un ordre multilatéral équitable fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies. Ils rassemblent des pays représentant différentes régions et civilisations, coopérant sur la base de l'égalité, du respect mutuel, du consensus et de compromis mutuellement acceptables, ce qui est la règle d'or de l'interaction multilatérale impliquant les grandes puissances. Les associations régionales telles que la CEI, l'OTSC, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN, le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue arabe, l'Union africaine et la communauté des États latino-américains et caraïbes revêtent une importance pratique pour l'établissement de la multipolarité. Nous considérons comme une tâche importante d'établir des liens polyvalents entre eux, notamment en utilisant le potentiel de l'ONU. La présidence russe du Conseil consacrera l'une de ses prochaines réunions à l'interaction entre l'ONU et les organisations régionales eurasiennes. Chers collègues, s'exprimant lors du forum parlementaire des BRICS le 9 juillet 2024 à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a déclaré :
La formation d'un ordre mondial qui reflète le véritable équilibre des forces est un processus complexe et même douloureux à bien des égards. Nous pensons que les discussions sur ce sujet doivent être menées sans tomber dans des polémiques inutiles, sur la base d'une analyse sobre de l'ensemble des faits. Il faut avant tout restaurer une diplomatie professionnelle, une culture du dialogue, la capacité d'écouter et d'entendre, et maintenir des canaux de communication de crise. La vie de millions de personnes dépend de la capacité des hommes politiques et des diplomates à formuler une vision commune de l'avenir. La diversité et l'équité de notre monde dépendent uniquement des pays membres. Je voudrais souligner une fois de plus qu'il existe un point d'appui, c'est la charte de notre organisation. Si tout le monde, sans exception, suit son esprit et sa lettre, l'ONU sera alors en mesure de surmonter les divergences actuelles et de parvenir à un dénominateur commun sur la plupart des questions. La fin de l'histoire n'a pas eu lieu. Travaillons ensemble pour commencer l'histoire d'un véritable multilatéralisme, reflétant toute la richesse de la diversité culturelle et civilisationnelle des peuples du monde. Nous vous invitons à une discussion. Bien évidemment, elle doit être honnête. L'allocution de Sergei Lavrov devant le Conseil de sécurité des Nations Unies soulève des points critiques concernant l'ordre mondial actuel, notamment en ce qui concerne l'hégémonie occidentale et la manière dont les États-Unis, soutenus par leurs alliés, façonnent les relations internationales à leur avantage. En analysant ces propos, plusieurs de ces arguments méritent d'être pris en compte dans la réflexion globale sur la gouvernance mondiale et les tensions géopolitiques actuelles. En la remise en question de l'ordre fondé sur des règles. Lavrov critique avec pertinence l'idée d'un ordre fondé sur des règles, concept promu par les puissances occidentales pour justifier leurs actions unilatérales sur la scène internationale. Il souligne que cet ordre détourne souvent l'attention des principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté et de l'égalité des États, qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies. En effet, plusieurs interventions militaires ou économiques menées par les États-Unis et leurs alliés, sous prétexte de défendre des valeurs démocratiques ou humanitaires, ont souvent outrepassé la souveraineté de pays moins puissants. Des exemples comme l'Irak en 2003 ou la Libye en 2011 démontrent que l'interventionnisme occidental peut engendrer des conséquences désastreuses pour la stabilité régionale. En ce sens, Lavrov a raison de souligner que la notion des ordres fondés sur des règles est souvent utilisée de manière sélective pour légitimer des actions qui ne respectent pas toujours le cadre légal international. 2. L'expansion de l'OTAN et la sécurité de la Russie. Lavrov exprime une inquiétude légitime face à l'expansion continue de l'OTAN vers l'Est, une dynamique perçue par la Russie comme une menace directe à sa sécurité nationale. Depuis la chute du mur de Berlin, l'OTAN s'est élargie pour inclure plusieurs anciens membres du bloc soviétique, malgré les assurances données à Moscou dans les années 1990 que l'alliance ne s'étendrait pas jusqu'aux frontières russes. Cette expansion, souvent perçue en Occident comme une simple extension de la sécurité collective, est vue par la Russie comme un encerclement stratégique. La crise ukrainienne est un exemple de cette tension. En 2014, le renversement du gouvernement ukrainien pro-russe, suivi par les aspirations de Kiev à rejoindre l'OTAN, a exacerbé les craintes de Moscou d'une emprise occidentale aux portes de la Russie. Le fait que l'OTAN refuse de reconnaître ses préoccupations légitimes contribue à une escalade des tensions en Europe de l'Est. Lavrov a raison de dénoncer l'ignorance des préoccupations de sécurité de la Russie, car une véritable sécurité collective en Europe ne peut être atteinte qu'en prenant en compte les intérêts de toutes les parties, y compris ceux de Moscou. 3. La nécessité de réformer les institutions internationales. Lavrov souligne avec justesse l'urgence de réformer les institutions internationales, en particulier l'ONU et le Conseil de sécurité, afin de refléter les réalités géopolitiques actuelles. Les institutions mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale ne représentent plus le monde tel qu'il est aujourd'hui. Les pays en développement et les puissances émergentes, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, méritent une plus grande voix dans la gouvernance mondiale. Le Conseil de sécurité, dominé par les membres permanents qui ont un droit de veto, illustre bien ce problème. Les décisions importantes sont souvent bloquées en raison de divergences d'intérêts entre ces grandes puissances, tandis que de nombreux pays du Sud global sont marginalisés dans les processus de décision. Lavrov plaide pour une réforme qui donnerait plus de poids à ces pays, une demande de plus en plus partagée par des puissances émergentes comme l'Inde ou le Brésil. Il est évident que si les institutions internationales doivent rester pertinentes, elles doivent évoluer pour mieux représenter le monde multipolaire d'aujourd'hui. 4. La critique du néocolonialisme économique occidental. Lavrov met également en lumière les pratiques néocoloniales des économies occidentales, qui exploitent souvent les pays en développement à travers des mécanismes commerciaux et financiers inéquitables. L'usage des sanctions économiques, par exemple,
est un outil fréquemment utilisé par les États-Unis et l'Union européenne pour punir des régimes considérés comme réfractaires à leurs intérêts géopolitiques. Toutefois, ces sanctions, en plus d'isoler les gouvernements, infligent des souffrances disproportionnées aux populations civiles. Cette politique de sanctions unilatérales nuit à la croissance économique et au développement des pays visés. Des exemples récents incluent l'Iran, la Syrie ou le Venezuela, où les sanctions ont exacerbé des crises économiques déjà profondes, sans nécessairement conduire à des changements politiques positifs. Lavrov soulève donc une question pertinente. Ces sanctions renforcent-elles réellement la stabilité internationale ou perpétuent-elles plutôt les inégalités économiques globales? Dans une économie mondiale interconnectée, une approche plus inclusive et coopérative est nécessaire pour permettre aux nations en développement de prospérer sans être soumises aux diktats des grandes puissances. 5. La défense du multilatéralisme basé sur l'égalité des États. Enfin, Lavrov plaide pour un multilatéralisme authentique, où la coopération internationale repose sur l'égalité souveraine des États. Il critique la manière dont les États-Unis et leurs alliés utilisent sélectivement le droit international pour défendre leurs intérêts, tout en négligeant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Cette critique est justifiée, car le multilatéralisme actuel est souvent biaisé par les intérêts des puissances dominantes. Les interventions militaires non approuvées par le Conseil de sécurité ou les pressions économiques exercées sur certains pays en sont des exemples flagrants. Un multilatéralisme basé sur le respect des droits égaux de tous les États pourrait permettre de rééquilibrer les relations internationales et de résoudre les crises de manière plus juste et équitable. En somme, les propos de Sergueï Lavrov mettent en lumière des enjeux globaux majeurs qui méritent d'être sérieusement pris en considération. Que ce soit la remise en question de l'hégémonie occidentale, la sécurité collective en Europe, ou la nécessité de réformer les institutions internationales, ces arguments reflètent une réalité géopolitique complexe où les tensions entre grandes puissances ne peuvent être résolues sans un dialogue inclusif. Si les critiques de Lavrov peuvent parfois sembler empreintes d'une rhétorique nationaliste, elles soulèvent néanmoins des points de réflexion essentiels pour imaginer un futur multilatéral plus équitable et mieux adapté aux défis de notre époque. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.